Depuis des millénaires, l'homme a cherché à apprivoiser la force brute de l'eau issue des glaciers, cascades et cours d'eau. C'est au XIXe siècle que cette puissance est réellement domptée par des ingénieurs qui transforment la force hydraulique en hydroélectricité. Énergie propre, vertueuse, elle est baptisée houille blanche en opposition à la houille noire, le charbon. C'est l'étincelle qui va marquer l'accélération de l'industrialisation et façonner un nouveau territoire autour de centrales hydroélectriques et de barrages souvent monumentaux. Retour sur plus d'un siècle d'histoire de la houille blanche, là où elle a pris son nom et laissé son empreinte au pied des Alpes, à Grenoble et dans les vallées avoisinantes. Le XIXe siècle marque la transition entre une société essentiellement agricole et l'industrialisation naissante, dépendante du charbon. Mais loin des mines prolifiques du nord de la France, les ingénieurs installés dans les vallées alpines vont avoir recours à une ressource bien locale, l'eau, pour accompagner l'essor des filières industrielles de la région. C'est l'implantation de papeteries dans les vallées du Grésivaudan et de la Romanche qui va donner le premier coup d'accélérateur et faire de l'eau un nouveau et puissant carburant. L'énergie hydraulique a toujours été utilisée dès le Moyen-Âge. Vous aviez des moulins, des battoirs, etc. On ne va pas remonter aussi haut. La véritable industrialisation de la vallée, c'est deuxième moitié du XIXe siècle, avec notamment l'installation d'une papeterie, ici même à Rio Pérou, qui a employé jusqu'à 400 personnes. Donc c'était quelque chose d'important. C'était la famille Néré, donc ceux qui sont devenus Néré-Bélier, Nerpic, etc. après. Donc les grands industriels de Grenoble ont commencé à s'implanter ici. C'est le moment où les papetiers aussi développent leur activité. Avec l'invention de la conduite forcée, on crée des chutes d'eau, on canalise les torrents et ça permet effectivement d'avoir une énergie très importante. Dans toutes les vallées alpines, on va retrouver à peu près à la même époque, donc à partir des années 1880, une industrialisation qui est liée à l'usage de l'eau. Donc on a déjà des activités économiques qui sont diversifiées et qui mobilisent notamment de la force hydraulique. Donc la force motrice de l'eau cette fois-ci, qui depuis les années 1830 a été déjà modernisée et beaucoup plus efficace. L'invention de la turbine, c'est ces années 1830. Cette meilleure utilisation de la force de l'eau, ça permet le développement de la papeterie, ça permet le développement de la cimenterie. Donc déjà toute une série d'industries qui se développent avant même que les techniques de l'hydroélectricité donc se mettent en place. Parmi les ingénieurs qui investissent les vallées alpines, un nom va rapidement se distinguer, Aristide Bergès. Installé à Lancey, sur le site devenu aujourd'hui un musée à sa mémoire, c'est lui qui va populariser l'expression de houille blanche pour évoquer l'énergie hydroélectrique. C'est un ingénieur touche-à-tout qui perfectionne des brevets dans différents domaines, et notamment dans les domaines de la papeterie. Et c'est dans ce contexte-là qu'il découvre les Alpes et il découvre ce territoire, notamment Lancey, où il retrouve tout ce dont il a besoin pour son activité papetière, c'est-à-dire la force de l'eau, le bois qui approvisionne aussi et qui permet cette pâte à papier. Et c'est ainsi qu'en 1869, il installe sa première râperie de bois, sa première usine à Lancey, donc à côté de la maison où nous sommes aujourd'hui. Pour produire sa pâte à papier, il a besoin d'une force énergique assez importante, d'une force motrice. Et ces défibreurs fonctionnent justement avec des turbines. Elles sont reliées sur un axe et les turbines ont besoin d'être entraînées par une force de l'eau. Et c'est ainsi qu'à Lancey, il installe la première conduite forcée de 200 mètres de chute, donc une des premières conduites vraiment importantes en termes de hauteur, qui produit cette énergie cinétique, cette énergie mécanique pour entraîner les défibreurs et produire cette pâte à papier. C'est dans un second temps qu'il choisit ensuite d'éclairer son usine et qu'il va à ces turbines ajouter une dynamo pour produire de la force électrique cette fois-ci, qui permettra l'éclairage de l'usine en continu 24 heures sur 24. Donc on peut dater ça dans les années 1880 comme le début de l'hydroélectricité ici à Lancey dans le Grésivaudan. Donc la houille blanche, pour rappel, c'est cette énergie tirée des torrents de montagne qui permet, en termes hydroélectriques, de produire un courant, de produire une force qui est exploitée pour l'industrie.
Et Aristide Bergès popularise ce terme de houille blanche. C'est très important parce qu'à l'époque, cette houille blanche, elle renvoie vraiment à la houille plutôt des profondeurs, celle qu'on connaît plus traditionnellement, qui est issue des mines de charbon. Et en 1889 et puis après, au début du XXe siècle, cette expression de houille blanche joue vraiment aussi avec le sentiment patriotique de la France et le fait que la houille noire, située dans le nord-est de la France, cette houille noire, elle a été saisie par l'Empire allemand et la France a perdu cette source d'énergie qui était l'énergie par excellence du XIXe siècle. La houille blanche apparaît du coup comme l'énergie de l'avenir, l'énergie du XXe siècle, et c'est délibérément comme cela qu'Aristide Bergès va la promouvoir en insistant sur cette énergie propre, cette énergie qui sort de l'eau des torrents de montagne, qui est renouvelable, qui est présente continuellement sur nos territoires alpins, les territoires montagnards, et il en fait vraiment son cheval de bataille. Pour cela, il participe à des expositions, notamment en 1889 à l'exposition universelle de Paris, donc celle qui voit se construire la Tour Eiffel. Aristide Bergès y est présent et présente un stand autour de la houille blanche et de son application aux papeteries de Lancey. Ces expositions universelles, elles ont justement pour vocation de promouvoir le progrès technique et de nombreux industriels s'y rendent pour présenter leurs inventions, leurs innovations. Sur son stand, il y a un modèle réduit d'une turbine pour montrer ces innovations, notamment dans le domaine des hautes chutes. Et il y a également un fragment d'un plan en relief qui montre justement en 3 dimensions la vallée du Grésivaudan et puis l'implantation des papeteries de Lancey avec leur réservoir d'eau qui est le lac du Crozet, donc situé dans le massif de Beldonne, et duquel s'écoule l'eau qui est ensuite canalisée par les conduites forcées d'Aristide Bergès jusqu'aux papeteries. Ce qu'il a de particulier Aristide Bergès, c'est que c'est aussi un publiciste, au sens du 19e siècle, c'est-à-dire quelqu'un qui communique, quelqu'un qui a aussi une vision de ce qu'est ou de ce que doit être l'industrie. Et c'est ce qui fait sa différence, d'où les expositions universelles, d'où la popularisation du terme de houille blanche. Aristide Bergès a donc su insuffler un vent d'innovation au cœur de la vallée du Grésivaudan, préfigurant l'ère industrielle qui va profondément bouleverser le nouveau siècle naissant. Du côté de la vallée de la Romanche, c'est une autre révolution qui se prépare avec l'arrivée de Charles-Albert Keller, représentant, lui, la filière métallurgique, avide de cette nouvelle énergie qu'est l'hydroélectricité. Parmi les industriels qui viennent s'installer dans la vallée, au tout début du XXe siècle, effectivement, arrive Charles-Albert Keller. Alors Charles-Albert Keller, lui, va s'implanter à Livet parce qu'il a participé en 1902 au premier congrès de la houille blanche qui se tient à Grenoble. Donc ça montre bien la place des Alpes dans cette nouvelle énergie qu'on commence à développer, l'hydroélectricité. Et à la fin du congrès, il y a une excursion dans des vallées alpines, plusieurs, en Savoie, ici. Et lui, il choisit ici la visite du col du Lautaret et il tombe amoureux, dit-il. C'est un coup de foudre, il l'écrit. C'est un coup de foudre pour la centrale de Livet, qui est en déshérence. Elle a commencé à aider à produire du carbure de calcium, mais ça s'est très vite arrêté. Donc personne ne l'utilise. Et lui, il dit je vais m'installer là. Et dans le mois qui suit, il arrive avec sa valise, il s'installe chez un habitant, parce qu'il n'y a rien, il n'y a pas d'hôtel, il n'y a pas de restaurant, il n'y a rien du tout. Donc il s'installe chez l'habitant et il commence à développer son usine. Avant d'arriver en 1902 ici, il a travaillé dans un cabinet de conseil d'électrométallurgiste Jeun, et il a fait la connaissance d'Henri Leleu. Et toute leur carrière, ils vont travailler ensemble. C'est la société Keller et Leleu qu'ils fondent. Alors Keller, il a une idée géniale par minute, et Leleu, c'est le négociateur. Donc voilà, et ils se sont toujours vraiment entendus à merveille. Parce que c'est quand même une association qui dure jusqu'en 1940, qui est la date de la mort de Charles-Albert Keller. Au début du XXe siècle, la houille blanche passe à la vitesse supérieure pour satisfaire le développement de l'industrie lourde, comme l'électrochimie ou l'électrométallurgie, grosses consommatrices d'électricité dans leurs procédés de fabrication.
C'est la physionomie même du territoire qui se transforme alors. Les routes se dessinent pour accompagner l'essor industriel, les villages se peuplent pour accueillir les ouvriers attirés par cette nouvelle manne de travail. Dans toutes les vallées alpines, on va trouver cette alliance entre l'hydraulique d'abord, l'hydroélectricité ensuite et de nouvelles industries. Et c'est de la grosse industrie. C'est de l'industrie telle qu'on l'imagine, quoi. Concentrée, polluante, qui emploie des centaines d'ouvriers, principalement, très peu d'ouvrières, c'est quand même plutôt des industries masculines, et qui fait venir aussi une main-d'œuvre nouvelle au cœur même des vallées alpines. Et les populations montagnardes ou des bas de vallée ne sont pas suffisantes pour satisfaire l'ensemble de ces besoins. On sait qu'une partie de la main-d'œuvre est bien une main-d'œuvre locale, qui, parfois, moins qu'on ne l'a dit ou cru, peut coupler les deux. Donc les fameux ouvriers paysans, donc oui, ça a existé un peu. Mais pour l'essentiel, c'est bien une main-d'œuvre qui vient d'ailleurs. Et si on fait le lien avec l'exode rural, une partie de la main-d'œuvre montagnarde, soit va passer vers le tourisme, soit va partir en ville aussi. Et finalement, ils ne sont pas si nombreux à accepter le passage à l'usine, parce que c'est un autre monde, c'est d'autres conditions de travail, c'est d'autres statuts sociaux, enfin c'est autre chose. Pour héberger ces ouvriers et leurs familles, on voit alors sortir de terre des logements près des usines, créant de toutes pièces de nouveaux villages et hameaux. Ainsi, à Livet, Charles-Albert Keller va créer une véritable ville autour de son usine, avec un dispensaire, une école ou encore un cinéma, pour satisfaire ses ambitions de chef d'entreprise, mais aussi de patron paternaliste. Son camp de base est un incroyable bâtiment, le pavillon Keller. Un objet architectural aussi démesuré que fascinant. Ce bâtiment avait été construit sur la demande de Charles-Albert Keller pour ses besoins personnels, pour sa famille, avec des aménagements assez extraordinaires. Et puis dans les étages inférieurs, il y avait les cadres, notamment ces ingénieurs, ces contremaîtres qui travaillaient et qui étaient à son service. Depuis le pavillon, il a une vue panoramique sur toutes ces usines, toutes ces installations. Et en fait, dans ce pavillon, il a une vision très hiérarchisée de l'organisation du travail. Lui occupe le dernier étage du pavillon, il y a 15 pièces, et dessous, il y a ses sous-directeurs, dessous, il y a les contremaîtres, et il pratique aussi un très fort paternalisme, donc c'est un patron à l'ancienne. Ici, nous sommes devant l'ancienne école de Livet. C'est un des héritages de Charles-Albert Keller, qui avait bien compris que son personnel, pour pouvoir bien travailler, il devait comprendre ce qu'on lui demandait, notamment en termes de consignes pour la production, de consignes de sécurité. Et donc, il crée les écoles ici pour les familles, et des familles qui viennent de différents horizons. Sur le plan social, il s'est beaucoup investi. Il a créé une coopérative de consommation, effectivement, qu'il a appelée La Ruche, avec des petits tickets ou des petits jetons qui avaient des valeurs, qui étaient inscrites dessus, qui étaient une monnaie parallèle. Voilà. Donc une partie de la paye était donnée en argent, et une partie était donnée avec cette monnaie parallèle. Alors c'était pour éviter effectivement que la paye soit bue tout de suite, parce que chaque village avait 5, 6, 7 cafés. Il faut imaginer ça. Donc, et les femmes récupéraient cette monnaie parallèle et pouvaient acheter la farine, les pâtes, le lait, le riz dans cette coopérative.
Charles-Albert Keller a profondément marqué l'histoire de la vallée de la Romanche, nous laissant un formidable héritage, un héritage, un patrimoine bâti considérable avec de beaux bâtiments, et puis nous laissant aussi une formidable histoire humaine avec de belles avancées sociales qu'on a parfois un peu peine à imaginer qu'elles aient été mises en place il y a pour certaines bientôt 100 ans. Alors que la vallée de la Romanche prospère sous l'impulsion de Keller, les papeteries de Lancey pleurent leur père, Aristide Bergès, qui s'éteint en 1904. Dès lors, ses 4 fils et sa fille Marguerite vont reprendre le flambeau, entretenir la mémoire de l'industriel et contribuer à asseoir sa légende de précurseur de l'hydroélectricité et promoteur de la houille blanche. On se trouve ici dans le hall d'honneur de la Maison Bergès, un musée consacré à Aristide Bergès, ici à Villars-Bonneau. Et vous avez derrière moi une allégorie de l'hydroélectricité, ou plutôt de la houille blanche, ce surnom qu'on a donné à la force des torrents. Vous pouvez voir, du coup, trônant au milieu de ce hall d'honneur, une sculpture, une allégorie, une femme qui repose sur des glaciers. Elle est accoudée au glacier des montagnes et sa jambe joue comme un peu le rôle d'une conduite forcée. Elle canalise l'eau pour ensuite mettre en mouvement la turbine que l'on voit à son pied. Et de cette turbine s'échappent 2 éclairs de part et d'autre qui symbolisent justement ce courant électrique qui est formé grâce à l'hydroélectricité. Et ce qu'on voit aussi de cette sculpture, c'est qu'elle trône dans le hall et que le hall d'honneur dans son ensemble évoque aussi cette puissance de l'eau. On a ces 2 escaliers qui évoquent les torrents avec ces mosaïques en verre de Murano et puis en mosaïque dorée qui évoquent comme le scintillement de l'eau. Et ces 2 torrents se prolongent ensuite jusqu'au centre du hall d'honneur où se trouve un motif stylisé de turbine qui montre aussi comment on met en mouvement cette force hydraulique. Ce portrait d'Aristide Bergès a été peint par Alphonse Muchat en 1903. Alphonse Muchat, c'est un ami de la famille, surtout un ami du fils cadet de Maurice Bergès. Et il va produire plusieurs portraits d'Aristide, dont celui-ci qui est assez symbolique et qui montre bien le père de la houille blanche entouré de son invention. Et derrière lui, une figure féminine, à nouveau cette allégorie de la houille blanche, qui cette fois-ci prend les traits de sa femme, Marie, qui est décédée quelques années auparavant. Et cette houille blanche l'enveloppe et le protège. Alphonse Muchat représente également les usines que l'on peut voir en arrière-plan, des usines éclairées justement avec cette électricité qu'a produit Aristide Bergès. Et on reconnaît l'architecture caractéristique de Lancey, de ces usines que l'on retrouve encore aujourd'hui quand on se promène et qu'on voit le paysage du Grésivaudan. Fidèles à l'héritage de leur père, les enfants Bergès perpétuent la dynamique de l'entreprise en poursuivant son expansion et sa modernisation. Mais en 1914, la France entre en guerre. Toute l'industrie du pays est mise à contribution pour participer à l'effort de guerre. Les usines se transforment en fabriques d'obus. Sur les chaînes de production, les femmes prennent le relais des hommes partis au front. Mais il faut plus d'électricité pour alimenter les usines et assurer la cadence. Dans la vallée de la Romanche, Keller décide alors de construire une nouvelle centrale, toujours avec une préoccupation majeure pour l'esthétisme. C'était une époque où on construisait avec un goût ostentatoire, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il fallait que le bâtiment, déjà, soit la carte de visite. C'est aussi un esthète, c'est aussi son tempérament, indépendamment de ce que peuvent faire les autres industriels, qui ont aussi un souci de paraître. Mais lui, en plus, il a un vrai goût pour les belles choses. Et donc, il a retranscrit ce goût dans ses centrales.
Ici, dans la vallée de la Romanche, notre plus bel exemple, c'est la centrale des Vernes, qui est un petit bijou, qui est d'ailleurs classé monument historique. Et Charles-Albert Keller avait encore une idée novatrice pour l'époque, c'est que dans ses discours, il écrit qu'il a voulu faire quelque chose de beau, à la fois pour le plaisir de ses ouvriers et des gens qui passaient là, et pour les potentiels clients, et que surtout, il ne voulait pas abîmer la nature. On se trouve ici à la centrale des Vernes, qui est classée au titre des monuments historiques. Elle a été classée parce qu'elle est très particulière. C'est une centrale de façon banale, dans le sens où il y a de l'eau qui arrive, on la turbine, on fait de l'électricité. Et sur ce côté de la centrale, on voit deux choses. On voit des bassins devant nous et on voit une sorte de clocheton en haut. Donc vous imaginez tout de suite que le clocheton, c'est le départ des fils électriques qui allaient alimenter les usines qui sont au nord de la vallée. Et on a ces bassins, il y en a deux en réalité, et c'est une des grandes originalités de cette centrale qu'on ne trouve nulle part ailleurs, c'est que l'eau arrive de l'amont, bien évidemment, remplit le bassin du haut, celui qui a des boisages, remplit le bassin du haut, et l'eau est turbinée dans des conduites forcées. La grosse particularité, c'est que quand la centrale est arrêtée, pour une raison ou pour une autre, eh bien on coupe les vannes. Mais comme ce sont des centrales au fil de l'eau, l'eau continue à arriver. Et l'eau continue à arriver, elle va déborder du bassin principal pour aller sur le bassin secondaire. Et ça, c'est toute l'originalité de cette affaire et que tout le monde rêve de voir cette centrale qui ne fonctionne pas trop pour avoir cette fontaine magnifique, cette mise en scène de l'eau, c'est tout à fait exceptionnel. Le dénivelé entre les deux niveaux, parce qu'il y avait quand même besoin d'une petite chute, donc d'une vingtaine de mètres, le dénivelé a été aménagé avec cet escalier, qui est quand même, là aussi, très incongru, quoi. Il fallait ce dénivelé, il était nécessaire pour le fonctionnement de l'usine, mais il n'était pas obligé de faire un escalier à double révolution, enfin bon, voilà. Donc effectivement, il a eu l'idée de faire quelque chose de beau, et en pleine guerre. Cette centrale donc, a été construite pour participer à l'effort de guerre. Nous sommes en 1916 à peu près quand les les premiers plans sont faits. Il y a plus de 250 plans qui ont été réalisés pour faire cette centrale sous l'autorité de Charles-Albert Keller et a été mise en service en septembre 1918. Donc un travail très rapide, 250 ouvriers. Donc quelques prisonniers de guerre allemands. Il a fallu travailler l'hiver de 1917. Donc pour pouvoir travailler, pouvoir faire de la maçonnerie en hiver, etc., avec la neige qu'il y avait à ces moments-là, les photos anciennes l'attestent, ils ont construit un chapiteau en bois. Donc au-dessus de tout ça, il y avait un chapiteau en bois qui leur permis de travailler pendant l'hiver. Donc c'est un peu une fourmilière, oui, parce que la taille du chantier n'est pas énorme. Donc c'est effectivement une fourmilière. On arrive là vraiment dans l'usine hydroélectrique. C'est à l'intérieur de ce bâtiment qu'on va retrouver les turbines, les alternateurs et puis le départ, les transformateurs, etc. qui vont nous amener sur le câble électrique. Elle a été conçue d'une façon générale dans l'aménagement général des vallées alpines à l'époque où, ne sachant pas
transporter l'électricité sans beaucoup de pertes, eh bien, à l'époque, on transportait les matériaux. Hein, et les usines étaient installées au pied des usines hydroélectriques. Hein. Donc là, c'est aussi ce bâtiment, une centrale électrique, en général, c'est un cube. Hein, ça suffit. Il faut des grandes baies vitrées pour y voir. Hein. C'est assez haut parce qu'il faut pouvoir manipuler ces grosses machines qui sont à l'intérieur. Et c'est tout. Sauf que là, c'est pas tout à fait tout. Hein. Vous voyez qu'il y a des sortes de crénelage un petit peu qu'on devine. Il y a du chaînage d'angles au niveau des fenêtres, des ouvertures, au niveau des angles du bâtiment. Et tout ça, eh bien, c'est esthétique. Je trouve ça joli. Et ça a utilisé les techniques les plus modernes qu'on ait à ce moment-là, parce que n'oubliez pas qu'il a fallu faire vite. Loin du front, les usines des vallées alpines comme celle de Keller ou encore les papeteries de Lancey tournent à plein régime pour apporter leur contribution à l'armée pendant le conflit. Ce surcroît d'activité va se traduire par des carnets de commandes remplis et une santé financière florissante à l'armistice. La papeterie va participer à l'effort de guerre en produisant des obus, donc vraiment comme la plupart des entreprises finalement, des industries françaises, tout en continuant malgré tout la production de papier. Et au sortir de guerre, donc dans cette entre-deux-guerres, c'est vraiment la période qui va être florissante pour les papeteries de France. Donc les papeteries Bergès vont devenir papeteries de France en 1921. À la période la plus importante, plus de 1800 personnes vont être employées. Des personnes d'origine espagnole, italienne ou polonaise qui vont venir être une main-d'œuvre vraiment essentielle pour le fonctionnement des papeteries. Lancey va vraiment changer de morphologie en tant que ville, puisque pour faire venir cette main-d'œuvre ouvrière, il faut aussi prévoir des infrastructures pour les héberger. C'est ainsi que la société lancéenne d'habitation ouvrière va être créée pour pouvoir fournir des maisons à bon marché pour les ouvriers, tout comme différents bâtiments administratifs, une pouponnière, une école, etc., vont voir le jour à Lancey. Et c'est aujourd'hui un peu cet héritage qu'on retrouve toujours dans l'urbanisme de la ville. C'est à ce moment-là aussi que l'entreprise commence à construire de grands bâtiments pour son développement. Et c'est les vestiges qu'on retrouve aussi aujourd'hui dans le paysage de la vallée du Grésivaudan qui sont issus de cette période. L'après-guerre est un réel accélérateur de l'urbanisation, répondant à la nécessité de logements pour les ouvriers, mais également un nouvel engouement pour les villes, qui sont de plus en plus attrayantes. En 1925, un événement va venir littéralement métamorphoser Grenoble et lui apporter un rayonnement international qui ne la quittera plus. La ville organise l'exposition internationale de la houille blanche et du tourisme. Et une fois de plus, Charles Albert Keller est dans le coup. La fin de la guerre, on pourrait penser qu'effectivement la fin de production d'obus porte un coup à son entreprise, mais pas du tout, puisqu'il passe des contrats avec la ville de Grenoble pour alimenter en électricité, et ça devient un gros contrat, un contrat très important pour lui, produire de l'électricité pour l'éclairage de la ville de Grenoble. Et en 1925, est décidé de faire une exposition internationale à Grenoble. Keller fait partie des organisateurs. Il y a beaucoup d'exposants et de différents pays. Hein, c'est quelque chose de très important. Cette exposition, c'est vraiment l'occasion d'affirmer Grenoble en tant que capitale des Alpes, capitale économique des Alpes, qui tire ses richesses de la houille blanche et du tourisme. Cette exposition représente une vraie mutation dans la ville de Grenoble, dans l'urbanisme de la ville de Grenoble, puisque le maire Paul Mistral décide de détruire une partie des fortifications militaires qui enserrent le centre de Grenoble pour créer ce parc des expositions, un parc vraiment important pour y placer tous les pavillons qu'on va retrouver dans l'exposition internationale de la houille blanche et du tourisme.
Grenoble, à la base, c'est une ville militarisée, entourée de montagnes. Les montagnes sont perçues comme des barrières à l'époque, pas forcément très accessibles. Et en fait, avec l'industrialisation, l'utilisation de la roche pour le ciment, de ces cascades pour développer de l'énergie, de l'hydroélectricité, on va du coup avoir un essor économique qui va permettre à Grenoble de prétendre à une expansion urbaine. C'est pour valoriser toutes ces ressources que Paul Mistral aura l'idée, avec plein de collaborateurs, que ce soit universitaires, scientifiques, industriels, du coup créer l'exposition internationale de la houille blanche et du tourisme qui aura lieu ici. Le parc Paul Mistral, avant, c'était un champ d'artillerie avec des fortifications construites il y a moins de 100 ans. Et que du coup, Paul Mistral va faire déclassifier en 1921 pour les détruire, refaire le nivellement de l'ensemble du terrain pour ce parc, avec un architecte urbaniste qui s'appelle Josely, avec plein d'autres acteurs, architectes et acteurs culturels et autres qui viendront du coup imaginer une quarantaine à peu près de pavillons et de stands pour venir créer plein d'activités différentes, de lieux de loisirs pour du coup une durée de 5 mois entre le 25 mai 1925 au 25 octobre 1925. L'exposition internationale de la houille blanche et du tourisme, jamais oublier qu'il y a les deux ensemble, c'est effectivement une vitrine. C'est une opération d'autopromotion du territoire. On est dans une période où les régions industrielles sont en train de se reconfigurer. C'est une vision de la modernité triomphante des ingénieurs, aménageurs des années 20. Et un des enjeux pour les élites grenobloises, les élites politiques, les élites industrielles et les élites universitaires aussi, c'est d'exister d'une certaine manière sur la carte du territoire. Il y a Lyon d'un côté, il y a la Savoie de l'autre. Donc comment affirmer une forme de spécificité du territoire grenoblois autour de la houille blanche d'une part, du tourisme d'autre part. Donc l'exposition, elle est inaugurée en grande pompe du coup le 25 mai 1925. Il y a une quarantaine de pavillons, des stands. Il y a un grand palais de la houille blanche avec ses fontaines. Il y a un énorme portique qui est installé avec, on compte sur le parc, 40 000 ampoules. C'est vraiment un spectacle en plus qui est autant le jour que la nuit. Et tout est fait pour accueillir un public qui sera nombreux. Dans une ville de 80 000 habitants, on accueillera plus d'1 million de visiteurs. L'exposition, elle essaye de mettre en valeur les prouesses technologiques de l'époque et tout ce qu'apporte en fait l'hydroélectricité notamment et le tourisme. Donc on met le paquet sur tout ce qui est éclairage, utilisation de l'électricité sous toutes ses formes et on montre les montagnes, on montre les environs et on valorise en fait une époque et un moment de plein essor économique pour la ville. L'élément le plus marquant de cette exposition internationale, c'est la tour Perret, réalisée par l'architecte Auguste Perret, accompagné de son frère Gustave, qui vont du coup réaliser une prouesse technique en prouvant qu'on pouvait construire en béton armé. Avant, on estimait que le ciment n'était pas assez puissant structurellement
pour du coup maintenir un édifice, tout en restant dans un côté rationaliste et classique. Auguste Perret nous apporte une réalisation moderne et avant-gardiste pour l'époque. Il essaye en effet de se confronter à l'architecture poteau-poutre en acier, notamment utilisée à New York. Et il vient du coup apporter sa nouvelle vision de l'architecture et du monde de demain. Dans le parc de l'exposition, on trouve cette tour Perret, donc l'actuel, le seul et unique vestige de cette exposition de 1925, donc une tour d'observation qui a été érigée pour que les visiteurs puissent contempler à la fois la ville de Grenoble, mais aussi le paysage environnant, les montagnes qui justement sont à la source de cette houille blanche. Mais on trouve également le grand pavillon de la houille blanche, qui est le cœur de l'exposition. Et à côté de ce pavillon de la houille blanche, 2 petits pavillons sont présents, dont l'un qui est consacré aux papeteries de France, donc qui ont pris la suite des papeteries Vergès, qui sont toujours à Lancey. Et ces papeteries de France, dans ce pavillon, vont vraiment chercher à valoriser cette image d'Aristide Bergès comme père de la houille blanche. En quelque sorte, elles vont continuer cet aspect promotionnel qu'Aristide Bergès avait commencé lui-même, donc de diffusion, de communication autour de cette invention, de ce perfectionnement de l'hydroélectricité. Et dans le pavillon des papeteries, on trouve donc toute une rhétorique autour d'Aristide Bergès. On retrouve son portrait. On retrouve également ce plan en relief donc qui présente la vallée du Grésivaudan dans son ensemble. On retrouve aussi une sculpture qui représente l'allégorie de cette énergie, de la houille blanche, en deuil d'Aristide Bergès, en deuil de son inventeur. Et cette sculpture, elle était originellement prévue à Toulouse, au cimetière où est enterré Aristide et sa femme, Marie. Et les enfants, en 1925, la déplacent jusqu'à Grenoble pour vraiment la mettre à l'intérieur du pavillon et ériger ce pavillon en grand mémorial à l'image de leur père. Charles-Albert Keller a joué un rôle important dans l'exposition internationale de 1925. Il ne pouvait pas passer à côté de cette opportunité. Donc il fait partie des organisateurs. Donc déjà, de ce point de vue-là, il a un rôle moteur. Et puis, il a un très gros stand dans le pavillon de la houille blanche, puisqu'il y avait un pavillon de la houille blanche. Et il avait à l'intérieur de ce pavillon, notamment ses maquettes, toutes celles qu'on peut voir au musée maintenant. Et donc, il avait un stand Keller et Leleu avec des grands panneaux partout et à l'intérieur du palais de la houille blanche, donc qui était un très beau bâtiment. Il n'y a plus beaucoup de vestiges aujourd'hui de l'exposition internationale de la houille blanche et du tourisme. Déjà, il y a la Seconde Guerre mondiale qui est passée par Grenoble et qui a fait beaucoup de dégâts dans les mémoires. Mais en fait, assez rapidement, on vient ajouter à ce parc des nouveaux services, notamment la construction du stade Charles Berthier en 1936, qui du coup viendra détruire une grande partie du parc déjà, et après d'autres édifices qui de toute façon n'étaient pas faits pour durer, puisque comme toute exposition, en fait, c'est principalement des façades et on essaye principalement de donner l'illusion d'eux. Ça reste quand même une foire et un événement qui est fait pour ne durer que 5 mois, de même que les bâtiments. Si l'exposition internationale de la houille blanche et du tourisme a disparu du paysage comme un rêve évanoui, à l'exception de la tour Perret, l'esprit de la houille blanche et de ses pairs est bien omniprésent sur le territoire. Chacun dans son domaine, Aristide Bergès et Charles-Albert Keller ont ouvert la voie aux gigantesques barrages qui vont être édifiés au cours du XXe siècle dans les vallées alpines. Le barrage du Chambon, de Tignes ou encore de Grand Maison. Ce sont des vallées entières qui ont été redessinées par ces ouvrages titanesques. Mais parfois au prix du déplacement des populations et de villages engloutis. Nous sommes devant la maquette du barrage du Chambon, qui est une nouvelle preuve de l'implication de Charles-Albert Keller dans l'aménagement de la vallée.
Alors, pour réguler dans un premier temps le cours de la Romanche, mais surtout pour produire plus encore d'hydroélectricité. Alors, ils avaient constitué dans les années 1918-1919 un petit comité pour réfléchir justement à la construction de ce barrage, comment faire, parce que là aussi, vous avez des techniques très innovantes qui ont été mises en œuvre pour la construction de ce barrage. Et il a englouti plusieurs hameaux. Au moment de sa mise en eau. La construction, c'était titanesque. C'est vraiment été quelque chose... Il y a eu un livre d'écrit il n'y a pas très longtemps qui s'appelait « Dans l'ombre d'un géant » parce qu'effectivement, au moment de sa construction, il était tout à fait hors norme. C'est un ouvrage extraordinaire, le barrage du Chambon. J'ai une attache affective toute particulière, puisque mon grand-père a été la première victime. Il travaillait, il était mineur. Mes grands-parents étaient d'origine extrêmement pauvre. Ils étaient du nord de l'Italie, sur la frontière autrichienne. Et mon grand-père est venu en France pour travailler. Et il a été tué par une mine au moment de la construction du barrage du Chambon. Ils ont été une quinzaine de victimes pendant la construction du barrage. Et mon grand-père est enterré avec une dizaine de ses collègues de travail dans une tombe commune, au milieu du cimetière du Fresnay-d'Oisans. Au moment de la construction du barrage du Chambon, c'était encore le moment où presque tout était possible. Les procédures administratives, les participations citoyennes qui sont exigées aujourd'hui n'étaient pas d'actualité à l'époque, ou moindres. Il y a eu 3 villages qui ont été engloutis pour la construction du barrage, mais c'est aussi toute la vallée de la Haute-Manche, tout le Haut-Oisans, qui a été complètement reconfiguré au moment de la construction de cet ouvrage, qui a été d'ailleurs pendant très longtemps l'un des plus hauts de France et d'Europe. Dans le département voisin de la Savoie, en 1947, c'est la construction du barrage de Tignes qui va marquer à jamais les familles de montagnards. Là encore, il faudra engloutir le village. C'est un cataclysme pour les 400 habitants de cette petite bourgade nichée à 1650 mètres d'altitude, dont l'église et la majorité des maisons datent du XVIe siècle. C'est une grosse affaire, Tignes, à la fois d'un point de vue technique et évidemment par la répercussion de l'ennoiement du village. Ce qui est tout à fait frappant, c'est la capacité des Tignards à construire leur sort en problème public, comme on dirait aujourd'hui. Alors, ils arrivent à attirer la presse et à donner à la destruction de leur village une dimension nationale. La presse nationale et pour partie internationale vient à Tignes, voir l'ennoiement du village, mais en fait, voir quoi? Voir les pauvres montagnards archaïques, victimes du progrès. La presse est très compatissante, la presse a une vision qui est extrêmement caricaturale. Ils viennent voir les pauvres tignards qui vivaient à l'étable avec leurs bêtes. Et en fait, ils ne sont pas arrivés à changer le regard qui est porté sur leur destruction. Donc voilà, Tignes marque aussi une forme d'adhésion à ces grands aménagements d'après-guerre. Et la difficulté, voire l'impossibilité qu'il y a à cette époque-là d'envisager une manière différente de construire et d'aménager la montagne, quoi.
La France d'après-guerre entame sa reconstruction, axée sur la modernisation industrielle et l'électrification complète des foyers. Résultat, la consommation électrique explose et la jeune société EDF doit innover à tout prix pour répondre à la demande. C'est l'arrivée du programme nucléaire dans les années 70 qui va opérer une bascule dans la répartition des sources d'énergie en France. Le gros de la production électrique va désormais être fourni par le nucléaire et l'hydroélectricité va venir en renfort comme une gigantesque batterie pour réguler les variations de consommation. La centrale de Grand Maison, fleuron de cette nouvelle organisation énergétique, va sortir de terre dans les années 80 sur la commune de Vaujany, après, là encore, un chantier titanesque. Je dirais pendant toutes les années 80, pendant une bonne dizaine d'années, nous avons vécu ici dans un chantier formidable. C'était presque le Far West, où l'on cherche de l'or ou du pétrole. En tout cas, ce qu'on a trouvé, c'est de l'hydroélectricité. Donc c'était une époque formidable. Il y avait 3000 ouvriers qui travaillaient ici jour et nuit. C'était une période industrieuse où Vaujany s'est transfiguré d'ailleurs, parce qu'on est passé d'un petit village de 200 habitants à un village où travaillaient 3000 personnes. Il y avait des bandits manchots dans les cafés. Enfin bon, c'était assez phénoménal. Moi j'ai souvenir, par exemple, je donne un exemple, tous les soirs à 17h à Grand Maison, c'était un tir de mine. On le savait, hein, on était déjà dans le bâtiment de surveillance pour faire étudier les derniers contrôles. Et à ce moment-là, il y a 17h, systématique, il y avait le tir d'explosifs. Ils ne tiraient pas des 10 kilos, c'était vraiment des belles explosions, pour permettre de créer les enrochements qui allaient être posés sur l'ouvrage. Et pendant 10 ans, on a mangé de la poussière aussi, des camions, enfin bon, voilà. Et donc jusqu'en 84-85, où les installations ont été terminées et où le barrage a été mis en eau et a commencé à produire de l'hydroélectricité. Si elles sont aujourd'hui irremplaçables pour garantir l'équilibre du réseau électrique, ces mégastructures n'échappent pas aux préoccupations liées à la préservation de la nature et à la gestion globale de l'eau. L'une des dernières mises en service, la centrale de Rebanche-Gavet, remplace à elle seule 6 centrales et 5 barrages, répondant ainsi à la volonté de restaurer la nature et l'écosystème. L'hydroélectricité coche donc toutes les bonnes cases et s'impose comme l'atout majeur de la transition énergétique. Mais c'est sans compter le défi auquel elle doit faire face, le réchauffement climatique, qui impacte massivement les glaciers et la variation du débit des cours d'eau. La puissance de l'eau, elle a été utilisée pour fabriquer de l'hydroélectricité depuis la fin du 19e et le début du 20e siècle. Cette hydroélectricité, avec l'avènement des grands ouvrages, elle a permis à la fois le développement de l'industrie, l'électrochimie, l'électrométallurgie, mais aussi le développement du tourisme. Les grandes stations internationales de Loisan ont très largement et continuent de bénéficier très largement de l'apport de l'énergie hydroélectrique. En même temps, nous sommes extrêmement précautionneux parce que le rapport du GIEC nous le dit bien, avec la fonte des glaciers progressive, avec des horizons qui sont finalement pas très loin, nous devons être particulièrement attentifs. Ce que nous sommes en mesure de faire aujourd'hui avec l'hydroélectricité, est-ce que nous serons en mesure de le faire demain? Ça, c'est un vrai sujet sur lequel nous travaillons déjà pour assurer la transition de la vallée. Les rapports nous disent qu'on aura autant d'eau demain, mais qui tombera différemment, répartie sur 2 saisons, en plus grande masse. Bon, très bien. Eh bien ça, nous le prenons en compte déjà aujourd'hui. Peut-être que demain, il faudra imaginer, pour remplacer les stocks d'eau sous forme de glace, des réserves d'eau sous forme d'eau liquide, des retenues. C'est tout ce travail-là sur lequel il est nécessaire de réfléchir dès aujourd'hui.
La houille blanche a propulsé des industries et métamorphosé des régions entières depuis la fin du 19e siècle. Elle a contribué au miracle de la fée électricité, elle a été la muse de l'exposition internationale de Grenoble en 1925 et joue un rôle crucial dans la transition entamée pour assurer notre avenir énergétique. Alors propre, vertueuse, renouvelable, mais pas éternelle. Née de la force de l'eau, cette énergie venue des sommets doit désormais faire face à la raréfaction de sa propre ressource. Un nouveau défi de taille pour la houille blanche.